Donc ce matin, vous avez eu normalement un cours sur la sémiologie, la valeur sémiologique en hématologie de la numération formule sanguine. Donc dans ce cours, je vais devoir dire à peu près la même chose d'un point de vue biologique. Alors, donc il y aura un certain nombre de définitions que je vais vous refaire qui sont peut-être déjà faites ce matin. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou des interrogations, surtout n'hésitez pas. Alors, les anomalies de la numération formule sanguine, plus communément appelée hémogramme, donc il s'agit d'un des examens biologiques les plus prescrits. Avec l'ionogramme sanguin, ce sont en fait les deux examens biologiques le plus souvent prescrits. Et quel que soit votre exercice futur, la spécialité ou la non-spécialité que vous auriez choisie, vous aurez toujours à interpréter des numérations formules sanguines. Donc je vous invite vivement dès maintenant à vous y intéresser assez sérieusement. Alors c'est l'examen de base de l'hématologie et vous allez voir quand vous ferez le certificat de l'hématologie en D3 que finalement une bonne analyse de la numération formule sanguine permet de décortiquer la majorité des éléments de l'hématologie, que ce soit en oncologie ou en hémopathie bénigne, qui vont pouvoir être solutionnés par un examen attentif, critique et raisonné de la numération formule sanguine. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez d'emblée, c'est que l'interprétation de la numération formule sanguine se fait toujours en fonction du contexte. Donc, vous ne pouvez pas dissocier l'interprétation des anomalies que vous observez sur la numération du contexte clinique, que ce soit l'âge, les manifestations cliniques ou autres. Et que globalement, on reconnaît deux types d'anomalies dans une numération formule sanguine qu'on va voir en détail. Ce sont les anomalies qualitatives, qu'on ne va pas beaucoup développer aujourd'hui, parce qu'on entre dans la sémiologie de l'hématologie de manière pure, et les anomalies quantitatives, dont on va essayer de parler un peu plus aujourd'hui. Alors, quels sont les éléments du sang normal ? Alors globalement, il faut que vous intégriez qu'il s'agit d'un tissu. L'ensemble de la moelle osseuse et le sang périphérique constituent un tissu au même titre que le foie, la rate, etc. Et ce tissu sanguin périphérique est constitué de deux types d'éléments. Des éléments qui portent un noyau, qu'on appelle des globules blancs. Historiquement, quand on laissait le sang sédimenter, il y avait une couche blanchâtre qui apparaissait, qui correspond aux leucocytes, et c'est pour cela qu'on les a appelés des globules blancs, par opposition aux globules rouges qui sédimentent au fond. Donc vous avez les éléments nucléés qui portent un noyau qu'on appelle globules blancs. Leucocytes, c'est exactement le synonyme des globules blancs. Donc il y a 3 lignées cellulaires physiologiquement présentes dans le sang périphérique qu'on va développer, les lymphocytes, les polynucléaires, qui sont de la lignée granuleuse, et les monocytes. Et d'autre part, vous avez des éléments non nucléés, donc qui ne portent pas de noyau, et ils sont au nombre de 2, les globules rouges et les plaquettes. Alors d'emblée, la morphologie des globules rouges, qui constituent de loin les éléments les plus fréquents de la numération sanguine, parce qu'en masse, ça représente à peu près la moitié des cellules, la moitié du volume total du sang, et c'est un nombre important de globules rouges qui sont circulants. Il s'agit de cellules d'assez petite taille, de 7 à 8 microns, qui sont biconcaves avec un centre clair et qui ont de grandes capacités de déformation, notamment dans les capillaires. L'autre élément anucléé de la numération sanguine, ce sont les plaquettes, qui sont de tout petits éléments, vous voyez, 2 à 3 microns, et qui ont la particularité de porter des granulations denses, et ce sont ces granulations qui vont contenir tout un tas de facteurs qui sont nécessaires à l'hémostase primaire. Alors si on prend les leucocytes, les polynucléaires, donc on appelle cela polynucléaires un peu par abus de langage, parce qu'en réalité, ils n'ont pas plusieurs noyaux, mais plusieurs lobes qui sont reliés les uns aux autres par des ponts chromatidiens. Ce sont des cellules qui sont de taille moyenne, qui ont donc un noyau
plurisegmentées et une chromatine très dense et qui comportent dans leur cytoplasme des granulations qui sont responsables du burst oxydatif. Alors généralement, on n'a pas de difficulté à reconnaître les polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules qui sont facilement identifiables. De la même manière, il n'est pas difficile d'identifier les polynucléaires éosinophiles, qui, comme vous voyez, ont le plus souvent un noyau en bisac, bilobé, et qui surtout comportent de grandes granulations très orangées, donc qui les rend parfaitement visibles et identifiables. L'autre élément de la lignée polynucléaire sanguine, ce sont les polynucléaires basophiles qui ont très peu de cytoplasme et des granulations très denses qui couvrent souvent le noyau. Alors, il s'agit d'éléments plutôt rares, donc vous avez peu ou pas l'occasion de parler des polynucléaires basophiles, sauf dans les syndromes myéloprolifératifs, mais vous aurez le temps de voir cela. Alors la dernière lignée, ou la deuxième lignée leucocytaire dans le sang périphérique, est constituée par des monocytes, dont l'identification est beaucoup plus difficile parce que ce sont en fait des cellules précurseurs de la lignée macrophagique. Donc ce sont des cellules qui vont migrer dans les tissus et qui ont de grandes capacités de déformation et ont une morphologie souvent variable. Ce qu'on peut dire de ces cellules, c'est qu'ils ont souvent un noyau irrégulier, typiquement on dit en fer à cheval, et un cytoplasme qui est bleu-gris et souvent vacuolé. Il s'agit de cellules de très grande taille par rapport aux polynucléaires ou par rapport aux lymphocytes, parce que ce sont des cellules qui peuvent faire jusqu'à 40 microns. Et enfin, la dernière lignée dont on va parler aujourd'hui, c'est la lignée lymphocytaire. Donc ce sont des cellules qui sont de plus petite taille, qui font entre 7 à 10 microns. Ce qu'il faut savoir, c'est que la morphologie de ces cellules n'est pas corrélée à leur fonctionnalité, c'est-à-dire que morphologiquement, on est incapable d'identifier une cellule B, T ou NK. On peut simplement dire qu'il s'agit de lymphocytes, à l'exception d'une catégorie intéressante de lymphocytes qu'on appelle les grands lymphocytes à grains, qui, comme vous le voyez, ont plus d'extension cytoplasmique et ont des granulations à l'intérieur de leur cytoplasme. Et il s'agit le plus souvent de cellules cytotoxiques, NK ou T, CD8. Alors, ceci étant dit, pour planter un peu le décor, comment ça va se présenter la numération formule sanguine d'un point de vue biologique? Alors, il faut savoir, et ça c'est des éléments importants à acquérir parce que plus jamais on va vous parler de ça, et ce sont des éléments qui sont importants dans une analyse critique de la numération formule sanguine. Il faut savoir que vous avez des paramètres qui sont mesurés. C'est-à-dire l'automate au laboratoire va mesurer précisément la quantité en masse par un dosage spectrométrique, par exemple pour l'hémoglobine, va mesurer le taux d'hémoglobine. L'automate va compter le nombre de leucocytes. Il va compter le nombre de globules rouges. Donc vous avez un certain nombre de paramètres dans une numération qui sont mesurés. Donc en gros, il s'agit du nombre total des globules blancs qui va être exprimé soit par giga par litre, soit par millimètre cube. Donc dans ce cas présent, c'est 7,61 giga par litre ou 7610 par millimètre cube. On raisonne encore beaucoup en millimètres cubes. Donc ça, c'est un paramètre qui est mesuré. Vous avez le nombre de globules rouges, 3,18 10 puissance 12 par litre. Vous avez le taux d'hémoglobine, qui est également mesuré. Et vous avez le taux des plaquettes, qui est également mesuré. On compte le nombre de plaquettes. Avec, à chaque fois, c'est un paramètre intéressant, la distribution gaussienne du volume des plaquettes. D'accord ? C'est-à-dire à chaque fois, l'automate va dire toutes les cellules qui font moins de 40 femtolitres sont obligatoirement des plaquettes. Des éléments anucléés qui font moins de 40 femtolitres sont obligatoirement des plaquettes. Et il va vous donner une distribution des cellules
avant 40 femtolitres et ça vous permet de voir si vos plaquettes ont une distribution normale ou sont plutôt de grande taille ou il y a une double population plaquettaire. Donc sachez qu'il y a des éléments qualitatifs aussi de la mesure à la fois des plaquettes et des globules rouges qui sont visibles et évaluables au laboratoire par le biologiste sur la numération. À côté de ces paramètres qui sont mesurés, vous avez des paramètres importants dont vous allez tout le temps entendre parler, qui sont soit mesurés sur certains automates, soit calculés. À titre d'exemple, sur cet appareil, le VGM, le volume globulaire moyen, va être mesuré. Dans d'autres automates, c'est la CCMH qui va être mesurée et le VGM va être déduit. Je vous invite à retenir ces deux calculs qui vous serviront toujours, à savoir que l'hématocrite, le taux d'hématocrite qui, je vous rappelle, correspond à la fraction occupée par les globules rouges dans le sang total, l'hématocrite est égal au nombre de globules rouges multipliés par leur volume. On comprend bien, hein, c'est la fraction occupée par les rouges, donc c'est leur volume multiplié par leur nombre. D'accord ? Donc ça, c'est facile à retenir. Et un autre paramètre qu'il faut savoir retenir et qui est calculé par l'automate, il s'agit de la CCMH, ou la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui va être la fraction hémoglobine sur hématocrite. Donc dans l'ensemble, retenez de cette histoire que vous avez des paramètres qui sont mesurés, des paramètres qui sont calculés. Et je vais juste attirer votre attention, je pense, sur la diapositive suivante, pas du tout, sur le fait que la cohérence d'un certain nombre des paramètres calculés vous permet d'avoir une validation des paramètres mesurés. C'est-à-dire que si vous trouvez une CCMH totalement aberrante, mettons à 45, ça veut dire que soit votre mesure d'hémoglobine, soit votre mesure d'hématocrite était faux. Et il y a des situations en clinique, par exemple si vous avez une agglutinine froide, qui va fausser la mesure spectrométrique de l'hémoglobine, et les cliniciens vigilants vont vous appeler ou vous dire « Attention, mon patient est anémique, il est tout blanc, vous me rendez 12 grammes d'hémoglobine, c'est faux, d'ailleurs regardez, la CCMH est à 45. » D'accord ? Alors évidemment, on n'aurait pas dû vous rendre une numération de ce type-là, mais retenez-vous qu'il y a des situations où des paramètres mesurés peuvent être faux et que regarder attentivement les paramètres calculés vous permet de détecter certaines erreurs de laboratoire. Alors, ceci pour la partie numération. Vous avez également la partie formule sanguine. Alors, la formule sanguine correspond à la fraction relative des différentes sous-populations leucocytaires. C'est-à-dire que vous avez compté ici le nombre de leucocytes à 7610 par millimètre cube et vous allez mesurer, l'automate va mesurer les différentes sous-populations leucocytaires pour vous donner en valeur absolue la quantité de polynucléaires, de lymphocytes et de monocytes. Alors pour ce faire, il utilise un diagramme qui va séparer les populations leucocytaires en fonction de leur taille et en fonction, dans cet exemple, de la fluorescence émise par les cellules. Donc vous voyez à titre d'exemple ici que les cellules, ici vous avez la taille et ici vous avez, on va dire, la structure cellulaire. Plus la cellule a de la structure, son cytoplasme est dense, plus elle va émettre de la fluorescence. Donc vous voyez que les cellules les plus grandes ici vont correspondre aux éosinophiles. Les cellules de taille intermédiaire mais qui n'ont peu de structure, ça va correspondre aux polynucléaires. Les plus petites cellules qui ont le moins de structure, ça va correspondre aux lymphocytes. Et les monocytes vont se situer entre les lymphocytes et les polynucléaires neutrophiles. Alors évidemment, ça c'est la théorie. On va dire dans 80% des cas, l'automate arrive à séparer les populations leucocytaires de manière efficace et sans aucun doute. Et il faut savoir que là, il est très bon,
parce qu'il va vous compter plus de 10 000 événements à chaque fois pour faire la formule. Donc c'est fait sur un grand nombre d'événements, donc c'est très fiable. Mais parfois, dans environ 20% des cas, notamment quand c'est des prélèvements pathologiques, l'automate peut avoir du mal à séparer les différentes populations et à ce moment-là, une formule au microscope est réalisée et généralement sur la numération, vous avez toujours l'indication si votre formule a été réalisée au microscope ou si c'est une formule qui a été réalisée par l'automate. Bien. Alors, parmi les populations de la numération formule sanguine, on a à peu près tout identifié, mis à part les réticulocytes. Alors, les réticulocytes correspondent à des hématies jeunes qui viennent juste de sortir de la moelle osseuse et ils ont comme particularité d'être riches en ARN. Donc, il est possible de les quantifier soit de manière automatisée, soit par des colorations de type bleu de Crésil. Et il faut savoir que la quantité des réticulocytes est un reflet très fidèle de la production médulaire des hématies. Comme en gros les hématies ont une durée de vie moyenne de 120 jours, à peu près 1% des hématies est renouvelé chaque jour. D'accord ? 1 sur 120, ça fait un peu moins de 1%, mais en gros, retenez qu'1% des hématies est renouvelé chaque jour. Donc vous avez, en situation physiologique d'équilibre stable, 1% de vos hématies qui sont des réticulocytes. D'accord ? Donc vous avez un taux normal de réticulocytes qui est d'environ 1% de l'ensemble des hématies. Alors évidemment, si vous êtes en situation d'anémie, vous devez augmenter le taux de réticulocytes pour y répondre. Et si vous ne le faites pas, c'est que l'anémie est d'origine centrale. Mais on va revenir sur ça, mais vous en avez certainement déjà entendu parler. Alors, comment on fait l'analyse critique d'une numération formule sanguine? Donc, j'ai attiré votre attention sur la CCMH, dont la valeur est inclue entre 32 et 36. On accepte jusqu'à 36,5 chez le jeune enfant, mais sachez qu'en gros, une CCMH au-delà de 38 doit attirer votre attention sur le fait que votre dosage d'hémoglobine ou la mesure de l'hématocrite est faux. Et qu'il faut reprendre avec le laboratoire pourquoi la CCMH est supérieure à 38. Il faut savoir que toute thrombopénie qui vous a été rendue sur une numération formule sanguine et qui était inconnue au préalable doit avoir été vérifiée sur frottis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un artefact naturel qui est l'auto-agrégation des plaquettes induite par le DTA qui est contenu dans le tube de numération. C'est un événement qui n'est pas rare. On estime que c'est 0,5 à 1% des gens qui peuvent avoir des auto-agrégations plaquettaires. Donc ne vous lancez pas sur le myélogramme parce qu'on vous a rendu 30 000 plaquettes si ceci n'a pas été au préalable vérifié sur le frottis et qu'on ne vous a pas dit qu'il y avait absence d'agrégats plaquettaires. L'autre chose que je voudrais que vous reteniez, alors ce n'est pas toujours vrai, donc vous allez tous oublier ça, mais c'est dans la grande majorité des cas vrai, c'est que l'absence d'anomalie quantitative, une numération qui n'a pas d'anomalie quantitative, une fois que vous avez intégré l'âge, le contexte clinique, etc., rend très probable l'existence d'une maladie hématologique sous-jacente. D'accord ? Donc, une numération normale égale maladie hématologique très peu probable. Vous verrez après que ce n'est pas toujours bien intégré ça dans la tête des cliniciens. Évidemment, toute anomalie quantitative ou qualitative de l'hémogramme doit être vérifiée sur un frottis sanguin. Donc, soyez toujours vigilants que le laboratoire ait bien vérifier, analyser les anomalies qualitatives de votre numération si des anomalies quantitatives apparaissent. Bien, alors ça c'est le cauchemar. Donc les normes, les valeurs normales des différents paramètres. Donc il faut savoir, ça vous le savez, que la numération formule sanguine se fait sur un prélèvement veineux sur ODTA qui a pour objectif d'empêcher la coagulation du sang. Il faut savoir que chaque automate a ses
propres normes, mais cela ne vous dispense pas de connaître les valeurs normales, malheureusement, parce que ces variations sont assez faibles d'un laboratoire à l'autre. Et finalement, on vous demande, dans les cas cliniques qu'on va vous proposer à l'examen ou ailleurs, que vous connaissiez les valeurs normales d'une numération formule sanguine. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, donc ça, vous l'apprendrez par cœur vous-même. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que vous devez absolument savoir. C'est indispensable. Vous devez savoir les valeurs basses de l'hémoglobine en fonction de l'âge et du sexe. Donc, vous devez savoir que vous parlez d'une anémie, c'est-à-dire d'une diminution du taux d'hémoglobine, à 13 grammes pour un homme adulte, 12 grammes pour une femme adulte, 14 grammes pour un nouveau-né, et que vous acceptez 9,5-10 grammes chez un enfant de quelques mois. D'accord ? Il y a une diminution physiologique du taux d'hémoglobine au premier mois de la vie. Les valeurs supérieures de l'hémoglobine n'ont pas d'intérêt. Pour les valeurs supérieures, vous devez retenir plutôt l'hématocrite, qui est à 47% chez la femme, qui ne figure pas ici, et 52% chez l'homme. Les valeurs hautes, pour parler d'augmentation du nombre des globules rouges. Le nombre de leucocytes, vous devez le connaître, à la fois la valeur basse et la valeur haute. Donc on parle de leucopénie, diminution du taux des leucocytes quand c'est inférieur à 4000 chez un adulte, et de leucocytose, augmentation du taux des leucocytes, à partir de 9000 chez un adulte. Vous voyez que les variations sont beaucoup plus importantes chez l'enfant. Et avant de parler leucopénie ou leucocytose chez l'enfant, il faut aller regarder dans les tables en fonction de l'âge si ça colle ou pas. Et enfin, ce que vous avez toujours beaucoup de facilité à retenir, c'est les plaquettes. C'est 150 000 pour la valeur basse. Alors là, c'est pareil. Si vous regardez dans les livres, vous trouvez 120, 150, 160, ça varie. Disons 150, grosso modo. Et la valeur haute, il y a 400 ou 450 000. Donc, au-delà de 450 000, il y a une augmentation du taux des plaquettes. Alors, les anomalies quantitatives. L'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine. Son inverse, c'est la polyglobulie, c'est-à-dire une augmentation non pas du taux d'hémoglobine, mais une augmentation de la fraction du sang occupé par les hématies, donc une élévation de l'hématocrite. Chez les cyclistes, là, quand ils sont dopés, on ne parle jamais du taux d'hémoglobine, c'est toujours l'hématocrite qu'on évalue pour parler de polyglobulie. La thrombopénie, c'est une diminution du taux des plaquettes et l'inverse s'appelle une thrombocytose. Et enfin, la leucopénie, c'est une diminution du taux des leucocytes et l'inverse s'appelle une leucocytose. Alors, pour les anémies, il y a en gros 3 grands types d'anémies. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire la sémiologie de l'hématologie, parce que vous avez vu ça un petit peu ce matin. Et puis, vous aurez 36 heures de cours sur l'hématologie en D3. Donc, vous aurez largement le temps de passer du temps sur ça. Et les anémies, c'est en gros 16 heures de cours. Donc, on aura largement le temps de revenir sur les anémies et d'en parler. Juste, retenez qu'il y a 3 grands types d'anémies. Alors, il est facile de les classer de diverses façons. Une des façons de les classer est la suivante. Soit vous avez un défaut de production médulaire, donc on parle d'anémie centrale, soit vous avez une destruction périphérique augmentée, on parle d'hémolyse, soit vous avez des pertes sanguines. Alors comment on fait le diagnostic étiologique de ces grands types d'anémie? Alors en gros, on va regarder le VGM, le volume globulaire moyen. Soit il est normal, soit il est augmenté, soit il est diminué. On est d'accord? Oui? Bon. Quand il est diminué, on parle de microcytose. Et là aussi, vous devez apprendre ces valeurs. C'est quand c'est inférieur à 80 féntolitres. On parle de macrocytose quand le VGM est supérieur à 100. D'accord?
et de normocytose quand le VGM est entre 80 et 100. 81, 82, 83, etc. Je dis ça parce que dans une des copies des D3, apparemment, la chose n'était pas bien acquise. Donc, normocytose de 80 à 100, macrocytose supérieure à 100 et microcytose inférieure à 80. L'autre paramètre que vous devez intégrer, c'est la CCMH. Et là, pour le diagnostic étiologique des anémies, ce qui est important, c'est le caractère normochrome ou hypochrome de l'anémie. On parle d'hypochromie si la CCMH est inférieure à 31. Cela veut dire que la teneur, la concentration moyenne en hémoglobine est basse. C'est pour ça qu'on parle d'hypochromie, l'hématie est pâle. L'autre paramètre, c'est de dire si l'anémie est régénérative ou pas. Et donc, on parle d'anémie régénérative si on a plus de 150 000 réticulocytes. Là, vous voyez, on ne parle pas de pourcentage parce que ça dépend du nombre des globules rouges. Si vous avez une anémie profonde, vous pouvez avoir que 120 000, si vous n'avez pas une anémie profonde, vous pouvez avoir que 2% de réticulocytes et pourtant, ça vous fait 200 000 réticulocytes et vous êtes en situation de régénération. Et enfin, l'autre paramètre important, c'est de savoir si l'anémie est isolée ou pas. Donc, à chaque fois que vous allez avoir à décrire une anémie, que ce soit à l'examen ou ailleurs, ou dans votre raisonnement, l'anémie toute seule ne veut rien dire. Vous devez définir l'anémie. Il faut dire si l'anémie est microcytaire, normocytaire ou macrocytaire, s'il est régénératif ou pas, s'il est hypochrome ou pas, et s'il y a d'autres anomalies qui sont associées ou pas. Alors, les anémies microcytaires, ça vous adorez, c'est très simple. Soit c'est un problème de bilan martial, donc carence en fer ou maladie inflammatoire, je ne vais pas développer encore une fois. Soit il n'y a pas de carence martiale et à ce moment-là, on tombe dans les hémoglobinopathies. C'est relativement simple. Les anémies normo- ou macrocytaires, c'est un peu plus compliqué. Le plus souvent, un myélogramme est demandé, sauf dans des situations cliniques qui expliquent l'anémie, et ça, je pense que vous avez vu ça ce matin, que ce soit la cirrhose, des insuffisances endocriniennes ou l'insuffisance rénale, où vous n'avez pas à réaliser un myélogramme parce que le contexte clinique explique l'anémie. D'accord ? Dans les autres situations, le myélogramme est généralement indispensable, que ce soit pour détecter des déficits en vitamine B12 folate, des hémopathies ou autres. Un cas particulier concerne les anémies normomacrocytaires régénératives, qui sont des hémolyses, acquises ou constitutionnelles. Et là aussi, il y a tout un tas de tiroirs que vous apprendrez à sortir à chaque fois qu'on vous parle d'anémie hémolytique, c'est-à-dire une anémie normomacrocytaire régénérative. Alors, les anomalies quantitatives des plaquettes, donc on a dit qu'on parlait de thrombocytose quand il y avait plus de 450 000 plaquettes par millimètre cube. Alors, il faut savoir que c'est une situation des plus classiques et banales et que dans la grande majorité des cas, il s'agit de situations réactionnelles, soit un syndrome inflammatoire ou infectieux, soit en post-chirurgical, notamment dans la splénectomie, soit associés à une carence martiale, mais qui sont donc réactionnels, réversibles, une fois que vous traitez la cause, l'inflammation, l'infection, la carence martiale, etc. Mais il faut savoir aussi, et c'est toute la difficulté, que ça peut révéler des hémopathies malignes, des cancers du sang, notamment dans des situations de syndrome myéloprolifératif où la thrombocytose est un élément relativement important du diagnostic. Mais là, encore une fois, vous aurez le temps de venir dessus. Alors, dans les anomalies quantitatives des plaquettes, il y a effectivement la thrombopénie, l'effet inverse, les plaquettes inférieures à 150 000. Et là, il faut savoir que vous n'échappez presque jamais au myélogramme. Autant dans une thrombocytose, le myélogramme a peu ou pas de valeur diagnostique, parce que ce soit
réactionnel, ça ne vous apporte rien, et dans les syndromes myéloprolifératifs, ça ne vous apporte pas grand-chose. Autant la thrombopénie, il est essentiel d'avoir le myélogramme. Pourquoi? C'est marqué. Donc vous devez savoir si la thrombopénie est causée par une insuffisance de production médulaire, si elle est centrale, ou elle est causée par une hyperdestruction périphérique, donc elle est périphérique. Hein. Et la chose est importante parce que les thrombopénies d'origine centrale révèlent souvent des hémopathies et à chiffre de plaquettes égal, les complications hémorragiques y sont beaucoup plus fréquentes. C'est-à-dire que vous avez 20 000 plaquettes, mais en réalité, vous n'avez que 20 000 plaquettes. C'est-à-dire que votre moelle ne produit pas plus de plaquettes que ça, donc vous avez un grand risque hémorragique. Alors que dans les thrombopénies périphériques immunoallergiques ou périphériques, vous avez une production médulaire de plaquettes qui est très importante, donc les plaquettes sont juste consommées. Alors, ne me faites pas dire que je vous ai dit que les thrombopénies périphériques ne saignent pas. Je dis à chiffre égal, le risque hémorragique est bien plus sévère dans les thrombopénies d'origine centrale que dans les thrombopénies d'origine périphérique. Et que notamment le risque hémorragique est majeur dans les thrombopénies centrales si vous avez moins de 20 000 plaquettes. Bien, on attaque la formule. Donc là encore, malheureusement pour vous, il y a un certain nombre de chiffres qu'il va falloir éternellement apprendre par cœur. Donc il s'agit du chiffre des polynucléaires neutrophiles. Alors j'attire votre attention sur le fait que sur la numération formule sanguine, il vous est donné l'information de la fréquence relative de chacune de ces populations. On va vous donner 60% de polynucléaires neutrophiles, 30% de lymphocytes, 10% de PN, etc. Mais il vous est donné également des valeurs absolues, c'est-à-dire 60% de N leucocytes circulants. Si vous avez 5000 leucocytes, 10 000 leucocytes, 60% de polynucléaires neutrophiles n'est pas tout à fait la même chose. Et lorsqu'on parle d'anomalies quantitatives des éléments leucocytaires, vous ne devez faire référence qu'à leur valeur absolue. Ne raisonnez jamais en pourcentage. Je prends un exemple. Si on prend le chiffre des polynucléaires neutrophiles, vous voyez, j'ai noté ici que la fréquence relative des polynucléaires neutrophiles, c'est de 50 à 80%, et qu'on parle de les normes en valeur absolue sont de 1,7 à 7,5, ou si vous voulez, de 1700 à 7500. Alors vous voyez bien que vous pouvez avoir 50% de polynucléaires neutrophiles sur 2500 leucocytes, ce qui va vous faire 1250 polynucléaires neutrophiles, donc ils sont en bas de la fourchette, vous êtes en situation de neutropénie, alors qu'en pourcentage, ça vous paraît normal. Donc raisonnez toujours en valeur absolue. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer de manière définitive. Alors chez le nouveau-né, il y a une polynucléose physiologique, mais la formule s'inverse très très vite au bout de 3-4 jours, et jusqu'à 6-7 ans, ce sont les lymphocytes qui sont majoritaires chez l'enfant. Et l'inversion de formule adulte survient entre 6 et 8 ans, où ce sont petit à petit les polynucléaires neutrophiles qui vont devenir majoritaires. Donc chez un enfant de moins de 6-7 ans, vous avez une inversion de la formule avec les polynucléaires neutrophiles qui sont minoritaires par rapport aux lymphocytes, à l'exception du nouveau-né où il existe pendant quelques jours une polynucléose physiologique. Alors les polynucléaires éosinophiles, là aussi vous devez malheureusement apprendre par cœur la valeur supérieure, la valeur inférieure n'a pas de valeur. Pour les polynucléaires neutrophiles, vous devez savoir les deux. 1700 la valeur basse, 7500 la valeur haute. Pour les éosinophiles, retenez que la valeur haute, on va parler d'hyperéosinophilie. Et là aussi, en fonction des auteurs, c'est de 0,4 à 0,5, donc 400 à 500 par millimètre cube. Les lymphocytes, c'est pareil. Vous devez savoir les valeurs normales chez l'adulte, qui sont de 1000
à 4000. Et enfin, les monocytes de 200 à 1000 ou de 0,2 à 1 giga par litre. Alors évidemment, il faut toujours les interpréter en fonction du contexte, de l'âge, etc. Alors les anomalies quantitatives, donc les polynucléaires neutrophiles. Quand vous avez une augmentation des polynucléaires neutrophiles, on parle de polynucléose neutrophile. Et il faut savoir que quasi toujours, il s'agit de situations infectieuses ou inflammatoires. C'est très banal. Dès qu'on a une infection bactérienne, on va avoir une polynucléose neutrophile. Donc la valeur sémiologique en hématologie de la polynucléose est relativement faible et oriente plutôt vers des pathologies infectieuses et inflammatoires. La neutropénie est définie par la diminution du taux des polynucléaires neutrophiles, donc inférieur à 1700. Et il faut savoir qu'elle est acquise, mais peut être constitutionnelle chez l'enfant, et que la neutropénie chez l'enfant est une situation des plus fréquentes, est une des sources de consultation en pédiatrie hématologique spécialisée les plus fréquentes. Et dans la plupart des cas, il s'agit de causes infectieuses. Le jeune enfant, quand il fait une infection virale, il fait une neutropénie. Contrairement à l'adulte qui ne va pas faire de neutropénie, même s'il fait une infection virale. D'accord ? Donc la neutropénie n'a pas la même valeur chez l'enfant et chez l'adulte. Mais ça, à nouveau, ce sont des éléments sur lesquels on va revenir dans les années prochaines. Alors les lymphocytes... Alors là, c'est pareil, c'est un motif de consultation très fréquente, notamment chez l'adulte. Donc la lymphocytose est une situation clinique fréquente, d'autant plus que maintenant on fait des numérations un petit peu à tout va. Donc avant, on découvrait les grandes lymphocytoses des hémopathies lymphoïdes matures à des stades terminaux et maintenant on les détecte de plus en plus fréquemment, tôt. Et donc c'est une situation, par exemple, de médecine du travail ou de check-up, comme on dit, qui est très fréquente. Donc la lymphocytose est une situation très fréquente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir devant la lymphocytose ? Très grossièrement, la lymphocytose chez l'enfant est le plus souvent d'origine bénigne. C'est l'infection virale. D'accord ? Donc personne ne doit s'exciter quand il voit une lymphocytose chez l'enfant, et d'autant plus qu'elle aura, cette personne, à aller regarder dans les tables s'il s'agit vraiment d'une lymphocytose. Parce que par exemple, un enfant de 1 an peut avoir jusqu'à 11 000 lymphocytes et on n'est pas encore dans la lymphocytose, c'est totalement physiologique. D'accord ? Par contre, retenez cet adage, la lymphocytose chez un adulte de plus de 40 ans est une hémopathie jusqu'à preuve du contraire. Donc à chaque fois que vous observez une lymphocytose chez un adulte, une lumière doit s'allumer, hémopathie lymphoïde. Et les hémopathies lymphoïdes, c'est en gros 80% de l'ensemble des hémopathies, donc c'est très fréquent. Il y a près de 15 000 nouveaux cas par an en France. Donc c'est une situation fréquente. Et à chaque fois que vous voyez lymphocytose chez l'adulte, une lumière doit vous dire « je dois faire une consultation hémato-spécialisée parce que c'est probablement une hémopathie lymphoïde ». Bien. Alors, on a presque fini. Je dois vous parler des situations d'urgence qui mettent en cause le pronostic vital. Donc ça, on aime bien vous poser ce genre de questions. Alors, il s'agit d'anémie profonde inférieure à 8 grammes ou mal tolérée. C'est-à-dire qu'une anémie à chiffre égal n'est pas tolérée de la même manière si on a un problème cardiaque ou pas. D'accord ? Donc une anémie qui est mal tolérée cliniquement, une anémie qui est inférieure à 8 grammes est une situation d'urgence. Des thrombopénies sévères, a fortiori avec des signes hémorragiques. Donc une thrombopénie sévère de moins de 50 000 ou a fortiori de moins de 20 000 est une situation d'urgence thérapeutique pour vous. Et enfin, les neutropénies sévères, inférieures à 500 par millimètre cube ou encore plus, inférieures à 200 par millimètre cube, parce que cela vous expose à des risques de septicémie, notamment à cocci+, qui sont totalement irréversibles une fois déclenchés.
c'est-à-dire un adulte ou un enfant, j'en sais rien, qui a une thrombopénie, qui a une agranulocytose, hein, dès que le taux de polynucléaire neutrophile est inférieur à 200, on parle d'agranulocytose. Un patient avec agranulocytose qui démarre une septicémie à cocci+, sans avoir été mis au préalable sous antibiotiques, est une fois sur deux irrécupérable. Donc c'est quelles que soient les antibiothérapies que vous mettez en route. Donc très très attention, un patient neutropénique est très 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 fragile. Alors ça, c'est un peu blabla. Donc les anomalies cliniques qui justifient la prescription en urgence d'un hémogramme. Comme à peu près tout le monde prescrit tout le temps des hémogrammes dans n'importe quelle situation, on serait très surpris que vous ne prescriviez pas une numération devant un état de choc, devant une pâleur intense, devant une angine ulcéronécrotique ou résistant aux antibiotiques. Pourquoi angine ulcéronécrotique ou résistant aux antibiotiques? Ça révèle quoi? C'est un signe clinique de quoi? Vous voyez un enfant en consultation, il a une angine ulcéronécrotique et sa maman lui dit « J'ai vu le généraliste la semaine dernière, il m'a donné des antibiotiques et ça part pas. » Qu'est-ce qui doit s'allumer dans votre esprit? Bactérienne en ville? Non. Lymphopénie? Non. Mais c'est pas... Une neutropénie. Hein? La neutropénie, hein, c'est une situation de découverte de leucémie aiguë avec neutropénie. C'est une angine ulcéronécrotique qui ne répond pas aux antibiotiques. Hein? À chaque fois que vous avez un manque de polynucléaire neutrophile, les lésions ulcéreuses se nécrosent sans pouvoir être collectées. Parce qu'il n'y a pas de polynucléaire pour former un abcès, pour pouvoir enrayer l'infection bactérienne. D'accord ? Donc, angine ulcéronécrotique, neutropénie profonde, hein, ça veut dire qu'il y a moins de 500 PN. Évidemment, une fièvre élevée, notamment chez des patients qui ont des traitements anticancéreux. Une fièvre qui résiste aux antibiotiques, c'est toujours le même contexte, hein, neutropénie, et donc l'antibiothérapie ne permet pas d'éradiquer les agents infectieux. Et enfin, le purpura pétéchial. Le purpura, ça vous dit quoi ? Thrombopénie. Hein. Est-ce que ça vous permet de dire si c'est périphérique ou central? Oui, non? Non. Est-ce qu'un purpura est toujours une cause de thrombopénie? Qu'est-ce qui d'autre peut donner un purpura des membres inférieurs, par exemple? L'aspirine, mais là c'est une situation de thrombopathie, on va dire. Il faut savoir qu'il y a des causes vasculaires, hein. Il peut y avoir des fragilités capillaires qui peuvent être à l'origine de purpura, et voilà. Alors je voudrais illustrer deux petits cas, on va faire un petit exercice, où je vais vous présenter deux numérations très proches, en essayant de vous attirer l'attention sur le fait qu'en ayant exactement les mêmes anomalies quantitatives, on peut avoir des maladies très différentes qui sont évaluables par une approche qualitative. Alors voilà un enfant de 4 ans qui a de la fièvre avec une angine et se présente aux urgences. Qu'est-ce que vous voyez sur sa numération? Qu'est-ce que vous pensez des leucocytes? Sauf toi. Qu'est-ce que vous pensez des leucocytes? C'est très élevé, 34 900. Qu'est-ce que vous pensez du taux d'hémoglobine? Alors, c'est à la limite inférieure de la normale, mais ça, c'est un peu un piège. Hein. Il devrait avoir 11,5 à 4 ans, donc c'est à la limite inférieure de la normale. Les plaquettes? 270 000, c'est normal. Très bien. Et vous voyez en fait que vous avez une lymphocytose, parce que l'automate vous mesure 27 700 lymphocytes dans le sang périphérique, ce qui est beaucoup. 80% de lymphocytes. Alors là,
Vous voyez bien, chez un enfant de cet âge, on attend physiologiquement avoir 80% de lymphocytes, mais 80% de 8000 leucocytes. D'accord? Et pas 80% de 34 000 leucocytes. Donc si vous raisonniez simplement sur la fréquence des lymphocytes, vous auriez dit c'est normal, c'est juste une formule inversée physiologique pour l'âge, alors qu'il y a une réelle lymphocytose. Et qu'est-ce que vous pensez des polynucléaires qui font que 8%? « 3000, donc c'est normal. Hein, c'est de la même manière, 8% ça paraît peu, mais comme il y a 34 900 leucocytes, 8% de polynucléaires, ça fait 3700 PN, et donc il y en a largement assez. D'accord? Alors vous voyez que l'automate allume toutes les alarmes possibles et imaginables. Il dit qu'il y a des blastes, des lymphocytes atypiques, tout va mal. D'accord? Alors qu'est-ce que vous pensez de cette numération? Elle est anormale. Quelle est votre première angoisse? Leucémie aiguë, hein? C'est un enfant de 4 ans. On est en plein dans le pic de fréquence des leucémies aiguës lymphoblastiques. Hein, le pic de fréquence, c'est 3-4 ans. Donc on est en plein dedans. Il y a une lymphocytose, entre guillemets, qui peut correspondre à des blastes. Et on est très inquiet devant l'apparition d'une l'association à ce tableau d'une leucémie aiguë. Alors voilà ce qu'on voit au microscope. Vous voyez que vous avez de grandes cellules très basophiles avec beaucoup de cytoplasme, énorme. Vous voyez là la taille de... Alors, quand vous regardez la taille des cellules, regardez toujours la taille des hématies qui sont à côté. Vous vous souvenez, une hématie, ça fait 7-8 microns. Et je vous ai dit que les cellules leucocytaires du sang font à peu près entre 10 et 40. Donc les leucocytes font entre 2 à 4 fois une hématie. D'accord? Donc dès que ça fait plus de 4-5 hématies, ça devient grand. Et là, vous voyez que ces cellules sont immenses parce qu'elles font une dizaine, une quinzaine d'hématies chacune. Bien. Bon, on passe. Alors donc, ce qu'on peut dire de ce cas, c'est que c'est une lymphocytose très polymorphe. Vous avez vu, il y avait des petits, des moyens, des grands, des avec des grains, des sans grains. Et que cet aspect correspond à ce qu'on appelle un syndrome mononucléosique qui, chez l'enfant, révèle le plus souvent une primo-infection EBV. D'accord? Qui est le diagnostic différentiel des leucémies aiguës lymphoblastiques chez l'enfant. D'accord? Alors, ça peut être l'EBV, ça peut être CMV, ça peut être l'hépatite, ça peut être la toxoplasmose, ça peut être l'HIV, bon c'est plus rare à cet âge-là, mais n'importe quelle infection virale aiguë chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Mais chez l'adulte, on en voit beaucoup moins parce que les primo-infections ont lieu pendant l'enfance. Donc c'est le fameux syndrome mononucléosique dont vous entendrez beaucoup parler et qu'il est important de connaître ce tableau, notamment chez l'enfant, parce qu'il est très facile de faire un MNI test qui va être positif et qui va faire le diagnostic positif d'une mononucléose infectieuse et qui va vous empêcher d'affoler les parents ou de faire un myélogramme. Alors si on prend exactement le même cas, un enfant de 4 ans fébrile et angine, donc là vous voyez que vous avez à nouveau une leucocytose, il n'y a pas d'anémie. Qu'est-ce que vous pensez des plaquettes? Très abaissées, hein, très abaissées, donc ça c'est pas très bon signe. On peut voir des thrombopénies dans les syndromes mononucléosiques, mais rarement inférieures à 20 ou 30 000. Donc là vous avez une thrombopénie profonde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une neutropénie, même si elle est modérée, il n'y a que 1400 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube. Donc vous avez l'association d'une thrombopénie et d'une neutropénie avec une lymphocytose. Et vous voyez que l'automate allume les mêmes alarmes. Il dit exactement la même chose. Et pourtant, quand vous allez regarder au microscope, vous allez voir, alors je ne vous demande pas de voir la différence entre ces cellules et celles qu'on a vues avant, simplement pour vous dire que, vous voyez, ces cellules sont très nucléolées et sont très en faveur d'origine blastique de ces cellules. Et quand on fait un myélogramme, eh ben, la moelle est massivement envahie par des blastes et qui va correspondre à une situation de leucémie aiguë lymphoblastique B.
Donc, en conclusion, apprenez par cœur les valeurs quantitatives et les définitions des différentes variations des anomalies qu'on peut observer dans la numération formule sanguine et retenez qu'à côté de ces anomalies quantitatives, il y a tout un pan de l'hématologie qui se construit sur les anomalies qualitatives et l'examen au microscope des cellules sanguines. Voilà.